Bonjour à tous, bienvenue à vous. On est ravis de vous accueillir dans votre émission Ensemble c'est mieux. Vous le savez, on est très gourmands dans cette émission. Ça tombe bien parce qu'Agathe est avec nous ce matin. Agathe, bonjour. Bonjour, je vous ai préparé quelques crêpes vu que c'est bientôt la Chandeleur. C'est une très bonne idée. On a hâte de vous écouter et de découvrir ce que vous avez préparé. Virginie Jourdan est avec nous également. Bonjour Virginie. Bonjour Laurence. Vous nous parlerez d'une initiative citoyenne et engagée, bien entendu. Oui, alors je parlerai de personnes qui sont réfugiées, qui se sont installées dans les Côtes-d'Armor. Et une fois que l'on a ces papiers, que l'on est en règle, comment ça se passe? Comment on fait pour repartir à zéro, pour reconstruire sa vie? Et puis sur qui on peut compter? Essentiel, cette question-là, sur qui on peut compter. Nous vous donnerons aussi des conseils pratiques pour jardiner en hiver ce matin. Il sera également en question de l'ouverture d'une succession. Et puis on verra comment au CHU on accompagne les enfants sourds à l'hôpital. Une initiative menée à Rennes par exemple. Enfin, Billy s'est intéressé quant à lui à une association qui défend la tradition du blé noir en Bretagne. Voilà pour le menu du jour. Bienvenue à tous. Comment allez-vous? Très bien. Grande forme. Il y en a un qui est venu accompagné de plein de petites choses. On va voir ça dans un instant. Denis Pépin avec vous. Oui, vous êtes jardinier. Justement, ça tombe bien. Il faut cultiver notre jardin, mais même en hiver. Alors on va voir comment tout de suite en images. J'ai peur de perdre des plantes avec ce froid. Bah, faut t'en occuper. 63% des Français disposent d'un jardin. Privé pour 58%, partagé pour 5%. Sans compter les pots sur les balcons et les terrasses. Mais comment en prendre soin l'hiver? La préoccupation numéro 1, c'est de protéger vos plantes du grand froid et surtout du gel. Les plus fragiles, les exotiques, qui sont en pot, devront être mises à l'abri. Si vous les rentrez, attention au chauffage, à ne pas les priver de soleil et à n'arroser qu'au minimum pour que les racines qui dorment à cette période ne pourrissent. Pensez aussi à couvrir les plantes que vous n'avez pas la possibilité de rentrer à l'intérieur. Un voile d'hivernage leur offrira une bonne protection tout en les laissant respirer. Vous pouvez aussi utiliser du papier bulle ou des sacs de jute pour protéger le pot. Vous pouvez également réaliser un paillage naturel à l'aide d'écorces, de feuilles mortes ou encore de compost. Et n'arrosez jamais lorsqu'il gèle, les racines risqueraient de geler. Mais sachez aussi qu'un bon coup de gel peut être profitable pour votre sol. Il élimine certaines maladies. Sinon, s'il ne gèle pas, dès janvier, on peut tailler, par exemple, les arbres fruitiers. Non, en hiver, il n'y a pas rien à faire. Eh bien non, loin de là. On va justement aller plus loin sur le sujet avec vous, Denis. Quels sont les bons gestes à adopter pour jardiner l'hiver, sachant que l'hiver, c'est une notion un peu aléatoire, on va dire ça comme ça aujourd'hui. Ben oui, avec le réchauffement climatique, on ne sait plus trop quand est-ce que c'est l'hiver, quand est-ce que c'est le début du printemps. Il y a déjà des fleurs avec de l'avance. J'ai envie de dire qu'il est urgent d'attendre, en réalité. Parce que si les prévisions montrent que dans les 15 jours qui viennent, il n'y aura pas de gel, on se rend compte que les bourgeons démarrent déjà. Il y a déjà des pousses de rosiers qui commencent à s'amorcer. Il y a des bourgeons d'arbres fruitiers qui commencent à gonfler. Et si on taille maintenant et que le gel arrive après, eh bien, ce sont les bourgeons situés plus bas, ceux qu'on va garder, qui seraient exposés au gel. Et là, ce serait plus embêtant, avec moins de roses, moins de fruits. Donc, il faut mieux attendre. Il y a un dicton qui dit « taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars ». Et alors, c'est plus mars maintenant, on va dire fin février, parce que ça s'avance un petit peu, mais on a plutôt intérêt à attendre. Et le problème, il n'est pas trop le gel encore, c'est surtout que le sol est très mouillé en ce moment. Donc, lorsqu'on va dans son jardin, on le tasse avec ses pieds. Si on passe partout parce qu'on veut démarrer des choses, eh bien, on referme la porosité et l'oxygène ne rentre plus dans le sol. Et les racines, comme les micro-organismes du sol, ont besoin d'oxygène énormément. Et quand on tasse le sol, ben derrière, il y aura une fertilité qui va baisser pour l'année à venir. Bien entendu. Alors, quand on taille, qu'est-ce qu'on fait des restes justement de taille? On les jette à la poubelle ou pas? Alors non, tout ce que l'on taille va être recyclé. Bien sûr, on peut les broyer pour l'essentiel avec sa tondeuse et donc on va pouvoir les utiliser en paillis. Mais aussi quand on taille des rosiers, ça va bientôt démarrer, donc vers la mi-février, fin février, eh bien avec les tiges de rosier, je fais plein de petits fagots de cette nature, des fagots d'une vingtaine de centimètres de long avec une dizaine de tiges. Et à l'intérieur de ces fagots, il y a des petites guêpes qui vont venir creuser
creuser le bout de la tige, et ces petites guêpes qui sont absolument pas agressives pour l'homme vont pondre des œufs, et pour les larves, elles vont nourrir les larves avec des pucerons qu'elles vont chercher dans le rosier, dans les arbres fruitiers, et qu'elles apportent dans ces tiges. Donc je fais plein de petits fagots comme ça que je dispose partout dans le jardin, ce qui permet de recycler les tailles de rosier. Parfait, rien ne se perd, tout se transforme. Et en plus, ces guêpes mangeront les pucerons et après. Voilà, et c'est de la protection biologique facile qui évite d'utiliser des pesticides. Alors, on a pas mal d'idées reçues sur le, sur le jardin en hiver. Et une idée reçue qu'on a parmi d'autres, c'est qu'il faut laisser le paillage jusqu'à la fin de l'hiver. C'est faux. Alors, c'est non. faux pour ce qui est du potager, c'est vrai pour ce qui est du jardin d'ornement. Alors, on va d'abord parler du jardin d'ornement. C'est vrai que tout le paillis que l'on a mis en place, et notamment des feuilles mortes, c'est extrêmement important de les garder le plus longtemps possible, même de renforcer le paillis parce qu'il se décompose, grâce à nos amis les petits vers de terre qui viennent consommer ces paillis et qui permettent d'améliorer la fertilité du sol. Mais tant que les feuilles sont présentes, eh bien, il n'est pas rare quand on enlève, on veut faire une plantation par exemple, eh bien, on voit que dans les feuilles, eh bien, il y a des coccinelles qui se sont protégées. Vous voyez, alors, là, des petites coccinelles. Géantes, mais... Alors celle-ci est particulièrement grosse parce qu'elle est bien dopée par tous les pucerons qu'il y a dans le jardin, mais voilà, elles hivernent sous les feuilles mortes. C'est pour ça qu'il faut mettre des paillis. Il n'y a pas qu'elles qui hivernent, il y a aussi les carabes, les staphynas. Donc il faut garder les paillis le plus longtemps possible dans le jardin d'ornement et le renouveler. En revanche, dans le potager, ah oui, là, il faut commencer à le retirer, là où on va faire les premières plantations, les premiers semis, pour que la terre se réchauffe. Et comme elle est très mouillée, on va même mettre un tunnel plastique par-dessus les parcelles qui sont destinées aux premières plantations, pour que le sol s'assèche progressivement, se réchauffe. Et là, la terre sera beaucoup plus facile à travailler et on pourra démarrer ensuite les premiers semis, les premières plantations. Les premières plantations précoces comme les oignons, par exemple, vous disiez, les petits pois. Alors, dès le mois de février, on peut démarrer sur l'ail, l'oignon, l'échalote, bien entendu. On peut également faire les premiers semis, tels que, alors sous tunnel plastique, les radis, les premières carottes, les premiers épinards, les premiers navets. Alors, je regarde mon pense-bête parce que sinon je vais oublier. Bien sûr, les fèves qu'on va pouvoir démarrer dès le mois de février. Les miennes sont mises dès le mois de novembre, mais on peut aussi continuer de faire des fèves à partir du mois de février. Voilà, donc ça se remet en place tout doucement, mais ça va être sous abri. Dans la maison, on peut commencer aussi à faire les premiers semis de tomates, d'aubergines. Pour les courgettes, il faut attendre un petit peu, et qu'on pourra placer sous un tunnel, sous un abri, au cours du mois d'avril. D'accord. Alors, qu'en est-il de l'arrosage? Parce que vous dites que les sols sont quand même assez détrempés. On arrose ou pas? Est-ce qu'on complète? Alors, surtout pas en ce moment. Mais par contre, quand on fait des plantations, si on veut planter un rosier à racines nues ou un arbuste d'ornement en container, au moment de la plantation, toujours on arrose pour que le sol se mette bien au niveau de la motte, bien au niveau des racines, qu'il n'y ait pas de vide d'air important. Donc, on arrose beaucoup à ce moment-là. Et puis ensuite, on paille. Mais pour tout le reste du jardin, non, on a déjà eu 900 mm, ce qui est absolument considérable. Moi, j'ai jamais vu ça depuis de plusieurs dizaines d'années. Donc 900 mm à Rennes, les sols sont trempés, quoi. Donc il ne faut surtout pas en rajouter. On a plutôt envie que ça s'assèche maintenant pour commencer. Alors, vous vouliez parler également des nichoirs, parce que c'est le dernier bon moment pour les poser, c'est ça? Oui, alors quand on parle de nichoirs, il y a deux types de nichoirs. Il y a les nichoirs pour les insectes, il y a les nichoirs pour les oiseaux, on pourrait même parler des chauves-souris. Alors, je vais continuer dans la même veine que les abris pour les petites guêpes solitaires avec les rosiers, mais quand on a également des tiges de bambou et qu'il faut tailler, on va pouvoir faire des petites... alors, je reprends cette petite tige là, des petites tiges de bambou de cette longueur-là, et on coupe juste au-dessus d'un nœud, donc là c'est bouché. Alors, montrez-nous bien face à la caméra. Voilà. Et des abeilles solitaires, et l'essentiel des abeilles sont solitaires, elles ne vivent pas dans les ruches, vont pouvoir déposer leurs œufs et apporter du pollen et du nectar, et ça c'est un merveilleux pollinisateur pour tout le verger et le potager de début de printemps. C'est bien plus efficace pour polliniser les arbres fruitiers que les abeilles des ruches. Donc voilà, on va pouvoir passer ça dans des petits abris en récupérant une boîte en métal ou ce que l'on veut. Et puis, bien entendu, on a aussi les nichoirs pour les oiseaux. Voilà. Et là, j'ai amené un nichoir qui est un nichoir classique. Donc, on peut le trouver sur le site de la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO. Et donc, c'est un nichoir qui est posé. Alors, il y a
des nichoirs de taille et de format différents selon les oiseaux. Mais ce qui est le plus commun dans les jardins, ce sont les nichoirs pour les mésanges, parce qu'elles adoptent très volontiers les nichoirs. Et ce sont des insectes, des oiseaux insectivores, très utiles pour le jardinier, qui mangent les vers des pommes, des pucerons, des chenilles diverses, des papillons. Et pour les mésanges, on a la mésange bleue, qui est une petite mésange. Alors pour elle, on va choisir un nichoir avec un trou de 28 mm, comme vous le voyez ici. Pour la mésange charbonnière, eh bien, on prend un nichoir avec un trou un petit peu plus gros de 32 mm. Donc celui-ci, c'est un nichoir pour les mésanges bleues. Alors on va l'installer à peu près à 3 mètres de hauteur, voire plus, sur un arbre, un bon arbre. On va l'attacher juste avec un fil comme ceci. Alors il faudra, comme on le nettoie tous les ans, on desserre le fil, on l'enlève bien sûr. Donc on n'étrangle pas l'arbre. Et puis on va l'installer à l'abri des vents dominants. Donc généralement en Bretagne, c'est plutôt une orientation est, sud-est, légèrement nord-est. Voilà, mais pas du côté. Il ne faut pas que le trou soit orienté vers les vents dominants de l'ouest et les pluies. Et puis à cette saison-là, quand on a des nichoirs, eh bien on va les déposer pour les nettoyer. Et vous voyez là, celui-ci est bien pratique, ça grince un peu. Il est bien pratique parce qu'il y a une petite trappe qui s'ouvre et donc là, il va falloir enlever toute la mousse qui est à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est de la mousse, donc il faut garder de la mousse sur les arbres, il faut garder de la mousse sur la pelouse, sinon les oiseaux n'en auront pas pour faire leur nid. Et on va nettoyer tout ça avant de le reposer. Voilà, les nichoirs doivent toujours être propres. Hein. Les oiseaux ne font pas le ménage, donc soit ils refont leur nid sur un ancien, mais généralement c'est un petit peu un problème parce que s'ils font le nid sur l'ancien, le trou se trouve trop proche des oisillons et un prédateur pourrait rentrer sans saisir. Donc il vaut mieux bien nettoyer. Merci beaucoup, Denis. Bah, écoutez, avec ça, si notre jardin ne se porte pas bien, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Merci beaucoup à vous. Est-ce que vous saviez, Denis, que la plus grande foire aux oiseaux de France se trouve à Pontivy, dans le Morbihan? Ah non. Vous ne saviez pas. Eh bien, écoutez, les chiffres sont impressionnants. 12 000 visiteurs par jour, 700 éleveurs présents. Et quant aux oiseaux, mais ils étaient près de 2000. Il en suffit parfois très peu pour combler une famille. Isabelle Rettig et Leïla Agora m'en ont suivi une qui est venue chercher 2 poules pour sa basse-cour. Ils se sont levés au chant du coq. Pierre-Emmanuel, Marie-Laure et leurs 5 enfants sont venus tout spécialement de Quimper pour tenter de dégoter l'oiseau rare, ou plutôt la poule qui viendra rejoindre leur petite basse-cour, riche de 8 gallinacés et 4 canards. On a un potager, un verger. Donc là, on est en train de créer un grand enclos bien protégé justement pour tous ces animaux. Et l'idée, c'est de faire des parcours et les laisser aussi aller un peu dans le potager. Enfin, tout ça est en construction, mais voilà, c'est l'idée, quoi. Et avoir évidemment nos œufs maison, hein, très important. Avoir des œufs frais et réduire ses déchets grâce à des poules capables d'en manger 150 kg par an, voilà qui séduit de plus en plus de familles. Et les éleveurs ne s'y trompent pas en proposant des volailles qui sont de véritables animaux de compagnie, comme cette poule de race anglaise, l'Orpington. Monsieur, ça c'est la Rolls de la poule? C'est une des plus jolies, une des plus calmes. Une des plus grosses? Et des plus grosses aussi, mais des plus calmes. Elle peut peser combien? 6 kilos adultes. J'ai beaucoup de personnes âgées qui m'achètent ça parce que c'est pas sauvage, ça vole pas et ça suit comme un petit chien. On peut l'apprivoiser. Voilà. Ah oui, il ne demande que des caresses. Après plus de 2 heures de balade dans les allées, le choix de notre famille finistérienne va finalement se porter sur ces 2 jolies poules élevées près de Guingamp. Qu'est-ce qui vous a plu dans ces 2 poules? C'est le côté esthétique. Hein. Une Brahma, on en voulait une de toute façon. Et puis l'autre, c'est le coup de cœur, quoi. 2 poules auxquelles il va falloir trouver un nom, comme toutes les poules de la basse-cour. Il y en a une qui a des motifs qui s'appelle Noisette. Il y en a une blanc et noire qui s'appelle Blanche. Et on a décidé pour une blanche de l'appeler Neige. Comme notre famille, de plus en plus de Français adoptent des gallinacés, même si tous ne sont pas encore prêts à supporter le chant du coq. Eh ben voilà, on apprend des choses. Dans cette émission, Virginie Jourdan a adopté un gallinacé aussi. Oui, c'est ça. J'avais 2 poules, une poule rousse et puis une petite soie noire qui est née dans la classe d'un de mes garçons et que nous avons recueillie dans un poulailler que nous avons construit, que mon père a construit. Voilà. Et bon, la poule rousse n'a pas passé l'hiver dernier, mais la petite soie noire est encore un peu toute seule, mais elle va très bien et elle nous fait des jolis petits œufs
Et elle court partout, elle est contente. Et voilà, et elle mange les épluchures. Voilà, et tout se passe très bien. Bon. Alors, avec vous, ce matin, on va parler d'une initiative citoyenne et engagée. Dites-nous, vous vous êtes rendue dans les Côtes d'Armor. Oui, je me suis rendue dans les Côtes d'Armor pour aller rencontrer des personnes qui ont connu l'exil, qui sont parties notamment de Syrie pour rejoindre la France. Ils sont entrés dans un programme international et ces personnes donc ont passé 1 an et demi au Liban avant de rentrer dans ce programme qui est mené par l'ONU et qui leur a permis de rejoindre le territoire français. Je suis notamment allée rencontrer Yasser, qui a 48 ans et qui vivait dans la région d'Idlib, en Syrie, qui était agriculteur, qui travaillait dans une ferme, qui dirigeait une équipe avec 20 salariés. Il m'a montré toutes les photos de ses cultures avec d'énormes courges. Moi, des légumes, je n'avais jamais vu ces tailles-là, des tailles d'aubergines absolument incroyables. Ils ont suivi les conseils de Denis Pépin. Voilà. Et donc, voilà, Yasser est arrivé avec sa femme, Falak, et puis avec ses enfants. Il a 5 enfants. Il s'est installé dans les Côtes d'Armor. Et ensuite, il a emménagé il y a 1 an à Ploufragan, donc dans une commune, puisque une fois qu'il est sorti finalement de son accompagnement, puisque lorsqu'on on bénéficie d'une protection internationale, on peut être accompagné pendant 1 an pour commencer à poser les bases d'une nouvelle vie en France. Eh bien, une fois qu'il en est sorti, il rentre dans le droit commun, comme vous et moi. Donc, il s'inscrit sur une liste d'attente pour avoir un logement social. Il a entrepris de commencer à chercher un travail et il a notamment été formé par une SCOP qui est basée à Saint-Brieuc, qui s'appelle le CLPS et qui lui a permis de suivre un programme qui est à la fois financé par la région et par l'État, apprendre le français, connaître le droit du travail qui n'est pas le même que celui qui est appliqué en Syrie, donc terminer les journées de 12 heures, les semaines de 48 heures. Donc il faut aussi être, voilà, le Marlène Pouliquin du CLPS l'explique très bien, il fallait aussi donner toutes les bases du droit du travail français pour permettre à ces personnes de commencer leur vie active dans des bonnes conditions et tout en respectant le droit du travail, mais en étant aussi protégés. D'accord. Donc ça, c'est un article qu'on retrouvera dans le magazine. C'est un article que l'on retrouve dans le magazine Sans Transition. Et donc, au sein de cet organisme de formation, le CLPS, j'ai également rencontré Deya, qui a 32 ans, et Otron, qui a 30 ans, qui, elle, arrivait de Mongolie. Dans les 3 cas, les 3 personnes m'ont vraiment témoigné que leur enjeu numéro 1, c'est vraiment l'apprentissage du français. Même s'ils ont bénéficié, pour certains, de 200 heures d'apprentissage et qu'ils ont un papier de l'Académie de Rennes qui dit qu'ils savent maîtriser le français, ils ne se sentent pas forcément légitimes à entreprendre des discussions, même parfois avec leurs voisins, parce qu'ils se sentent limités dans leur usage et finalement, on sent que c'est dur pour eux. Donc la Croix-Rouge, par exemple, à Saint-Brieuc, donne 2 cours par semaine de français, Otron s'y rend. Voilà, et vraiment, s'il y a des personnes qui cherchent du bénévolat dans les Côtes d'Armor, les cours de discussion de français, c'est vraiment très important. En Bretagne, en 2017, il y a 200 personnes réfugiés issus de l'Afghanistan, de l'Irak et de la Syrie qui sont arrivés parce qu'il y avait la guerre vraiment dans leur région, qui bénéficient de cette protection internationale. Il y a des besoins. Donc, en tout cas, c'est possible. Et c'est très, très humainement enrichissant de pouvoir rencontrer des habitants de la planète. Ben voilà, l'appel aux bénévoles est lancé. Oui. Si vous nous entendez, il faut se mobiliser. Vous vouliez également annoncer une conférence de Rob Hopkins. Voilà, Rob Hopkins. Rappelez-nous qui Alors, qui Rob Hopkins est un monsieur londonien, britannique, donc qui, voilà, avec son pays à la fin de la semaine, ne sera plus dans l'Union européenne. Oui. Pour autant, eh bien, il rend visite le 3 février. Il sera à Lorient, au stade du Moustoir, à partir de 20h, pour une soirée dédiée à la transition. Rob Hopkins est enseignant en permaculture à Londres et il est notamment l'un des initiateurs du mouvement qui s'appelle les villes en transition. Les villes en transition, donc, qui, à l'échelle d'une municipalité, petite commune ou grande ville, mettent en place des initiatives pour penser l'économie autrement, en accord avec l'écologie. Donc, il y aura des personnes qui vont parler monnaie locale pour justement favoriser l'activité économique durable. Des personnes également qui vont parler de production solaire qui seront présentes. Et puis Rob Hopkins qui va, lui, promouvoir un petit peu toutes les idées autour de la transformation du vivre ensemble.
pour une société qui soit à la fois économiquement profitable pour tout le monde, mais aussi dans le respect évidemment de l'environnement. Merci Virginie. Donc la transmission de ces valeurs qui sont très importantes évidemment. On va passer de la transmission à la succession, mais c'est également un petit peu lié évidemment avec vous Geoffroy. Maître Trémonet, on va parler des premières démarches pour régler une succession. C'est un moment un peu délicat, forcément. Quand le notaire intervient-il après le décès ? La loi n'impose aucun délai, donc en réalité, il n'y a pas d'urgence. Souvent, les clients pensent qu'il faut vite aller chez le notaire. En réalité, je pense qu'il faut que leur deuil puisse commencer tranquillement. En général, les obsèques ont lieu, les familles se réunissent et dans un second temps, ils prennent contact avec leur notaire. On fixe un rendez-vous d'ouverture de succession et on leur donne une liste de pièces à réunir pour ce rendez-vous d'ouverture. D'accord. Est-ce qu'il est obligatoire de s'adresser à un notaire ? Quasiment à chaque fois, vous aurez besoin de passer chez le notaire. Il y a quelques cas où on peut s'en dispenser, mais ils sont vraiment très très rares, puisque la loi fixe des critères qui font que s'il y a un testament, vous passerez obligatoirement chez le notaire. Si dans la succession, il y a plus de 5 000 €, ce qui est quand même assez fréquent, recours au notaire obligatoire. Et s'il y a un bien immobilier, recours au notaire également obligatoire. Donc c'est vrai que la succession ne peut quasiment pas se faire sans notaire. D'accord. Quelles sont les démarches précisément que doivent faire les héritiers de leur côté ? Les héritiers, en parallèle de ce que va faire le notaire, eux font des démarches assez simples. Finalement, c'est surtout de prévenir, de faire part du décès aux différents organismes, aux administrations, la banque, les caisses de retraite, etc. Et puis, lorsque le défunt était marié, le conjoint, la conjointe va monter, par exemple, un dossier de réversion pour la retraite, pour essayer de toucher une partie de la retraite du défunt quand le défunt était retraité. Donc, c'est plus un travail pour eux de petites démarches du quotidien pour faire part du décès et que la mise à jour puisse se faire. Et comment savoir s'il existe un testament ? C'est une question pratique. Oui, c'est une question pratique. Alors le testament, il peut bien sûr être retrouvé sur le lieu de vie du défunt. Il peut avoir été confié à quelqu'un, mais le plus souvent, il a été confié à un notaire. Et pour éviter tout problème justement de traçabilité, qu'on passe à côté d'un éventuel testament, même si le testament, ça reste plutôt rare quand même dans une succession en général. Le testament, quand il est déposé chez un notaire, il est enregistré dans un fichier national. Donc c'est un fichier informatique que tout notaire en France a l'obligation de consulter lorsqu'il ouvre une succession. Ce qui fait qu'on a connaissance d'un testament attaché à une personne par ce fichier. Vous dites que le testament, c'est rare, c'est surprenant. C'est pas si fréquent. Alors. Non, ça reste. Je pense qu'il y en aura de plus en plus parce que les couples, et notamment les couples qui sont pacsés, en font beaucoup pour se protéger parce qu'il y a une nécessité juridique. Mais c'est vrai que les successions qu'on ouvre aujourd'hui, ce sont des successions, disons, de gens pour la plupart qui sont mariés et dans l'architecture du mariage, le testament n'est pas forcément obligatoire. Donc finalement, il n'y a pas tant de testaments que ça lors des successions. En tout cas, ce n'est pas une majorité. D'accord. Alors, dans quel délai une succession doit-elle être réglée ? Est-ce qu'il y a un délai, On parle souvent d'un délai de 6 mois, mais le délai de 6 mois, c'est davantage un délai fiscal. C'est-à-dire que le centre des impôts exige qu'une déclaration de succession soit déposée dans les 6 mois, puisque s'il y a de l'impôt à payer, ce qu'on appelle les droits de succession, ils doivent être payés dans les caisses de l'État, normalement 6 mois après le décès. Donc ça rythme un petit peu la succession. Une succession simple peut souvent se régler avant même les 6 mois. Une succession compliquée, lorsqu'il y a des mésententes entre héritiers, se règle parfois des mois ou des années après le décès. Donc c'est vraiment très variable, mais les successions classiques se règlent assez rapidement. Voilà. Quels sont les principaux actes à établir par le notaire ? Il y en a plusieurs. Alors, les actes que le notaire établit sont finalement assez logiques. Premièrement, il établit la qualité héréditaire de chacun des héritiers. Donc, on fait un acte officiel qu'on appelle la notoriété, qui va expliquer qui est le défunt, est-ce qu'il y a un testament ou pas, et donc qui sont les héritiers identifiés. Une fois que les droits de chacun sont fondés, on va d'une certaine façon faire une mise à jour premièrement immobilière. La maison, l'appartement, le bien immobilier doit être transmis à des héritiers. Donc on fait une sorte de titre de propriété pour les héritiers, pour les ayants droit. On appelle ça une attestation de propriété immobilière. Et il y a un dernier volet qui est systématiquement à faire ou quasiment, c'est ce qu'on appelle la déclaration de succession. Déposer aux impôts un document qui décrit le patrimoine, qui est une sorte de photographie du patrimoine, pour que le centre des impôts puisse apprécier si oui ou non on doit des impôts, si la famille doit des impôts qu'on appelle les droits de succession. Voilà. Donc c'est vraiment les actes traditionnels qu'on signe chez le notaire, et tous ces actes ont un coût tarifé par l'État. Donc il n'y a pas de différence entre les différents notaires, tout est prévu et tarifé par l'État. D'accord.
Merci beaucoup. C'est vrai que ça fait beaucoup de démarches à faire, mais bon, tout est encadré par le notaire et accompagné. C'est beaucoup plus simple et c'est vrai que, vous voyez, par exemple, l'ouverture de succession, puisqu'on parlait de l'ouverture de succession, c'est souvent bien loin de l'image caricaturale qu'on peut s'en faire, où vous avez un notaire face à des héritiers qui attendent quasiment en tremblant la lecture d'un testament, comme on peut voir dans les films ou ce qu'on peut lire dans les livres. En général, c'est pas ça. Tous les héritiers ne sont pas forcément là. C'est plus un rendez-vous de discussion et technique où on a réuni des pièces, mais c'est pas un rendez-vous aussi solennel qu'on peut l'imaginer. D'accord. Agathe, vous saviez tout ça sur la succession ? Non, tout à l'heure, il m'a dit qu'il fallait pas que je m'en inquiète trop maintenant. Donc Très bien. Vous avez encore le temps. On va maintenant parler d'une belle initiative menée au CHU de Rennes. Bonjour Alban. Bonjour. Bonjour Alban Lefebvre. Vous êtes auxiliaire de puériculture là-bas. Voilà. Et vous travaillez en chirurgie pédiatrique et vous cherchez justement à pouvoir mieux accueillir les enfants sourds et malentendants qui entrent à l'hôpital. Est-ce qu'ils représentent une part importante de vos petits patients ? Alors non, pas une part importante, mais justement, c'est là l'intérêt, c'est qu'on en accueille peu, mais justement, on n'avait pas d'outils et de moyens pour pouvoir les accueillir correctement, et pour pouvoir communiquer avec eux et leurs familles, et aussi pour pouvoir les rassurer, et nous rassurer, nous, dans la communication des soins de confort, d'examen ou autres. Donc c'était essentiel de pouvoir travailler sur ce projet. Alors sur ce projet, vous avez imaginé un programme journalier. Qu'est-ce que c'est exactement ? Expliquez-nous. Voilà. Alors à la base, on a travaillé sur un programme journalier, donc un emploi du temps plastifié qu'on accrochait dans les chambres de l'enfant. Et, donc très visuel, on imagine, voilà, évidemment. Avec des magnettes concernant des soins spécifiques traduits en langue des signes. Voilà, donc à la base, ce projet, il était vraiment personnel à un enfant pour pouvoir expliquer dans sa journée, si à 11h il avait un examen, voilà, il pouvait le visualiser et pouvoir se repérer et aussi être rassuré voilà, face à cet examen-là ou un soin. Voilà. Donc ça, c'était une première étape, mais avec vos collègues du CHU de Rennes, vous avez décidé d'aller plus loin. Et vous avez imaginé quoi pour aller plus loin, justement ? Alors, on a rencontré l'ADPEDA 35, donc, qui est une association, voilà, avec qui on a travaillé sur, du coup, l'édition du livre Aux petits soins à l'hôpital. Donc, créer un livre alors, qui montrez-nous, permet... parce que vous l'avez amené avec vous, ça tombe bien. Voilà, donc, qui permet de faciliter l'accueil... si vous voulez bien. Hop, voilà, Aux de petits soins faciliter à l'hôpital. l'accueil de l'enfant sourd, donc, du coup, à l'hôpital. Donc, on a créé ce livre, mais aussi une vidéo, donc qui est plus centré pour les adolescents. Ça, c'est plus jusqu'à 10 ans à peu près, voilà, le livre. Oui, alors après, l'avantage, c'est qu'il est illustré vraiment, donc imagé, et aussi, il y a des jeux. Donc c'est vraiment... pour dédramatiser, en fait, le séjour à l'hôpital. Voilà, pour rassurer avant, pendant, mais aussi après. Donc vraiment, c'est le parcours de l'enfant avant, mais aussi jusqu'à sa sortie à domicile. D'accord. On a envie de vous dire, mais c'est un livre qui pourrait s'adresser à tout le monde, finalement. Vous l'avez testé, entre guillemets, auprès d'autres enfants ? Oui, alors on l'a testé sur des enfants entendants, voilà, et ils ont adoré. Voilà, parce que l'avantage, c'est qu'il est ludique, il y a des jeux, et puis les images, tout ça leur a plu. Donc c'est vraiment adaptable aux enfants entendants, aux enfants aussi étrangers, à tout le monde. Voilà. Donc c'est l'avantage. Ouais, et on peut le commander sur Internet. Voilà, il est accessible sur Internet, dans les librairies. Voilà, et donc c'est l'avantage, c'est qu'il peut être accessible partout. Alors vous parliez d'une vidéo également, de 2 vidéos même, que vous avez fait réaliser également, pour un public d'ados, parce que vous pensiez que c'était un support plus adapté à leur tranche d'âge ? Oui, alors le livre, il est ludique, il est imagé, mais en effet, pour les adolescents... penser à une vidéo, c'était un peu plus adapté. Donc il y a 2 vidéos. Il y a une vidéo qui, juste là, qui traduit donc le livre en langue des signes. Et il y a aussi une autre vidéo sous forme de questions-réponses entre adolescents sourds. Donc voilà. D'accord. Bon, écoutez, une très belle initiative à mener au CHU de Rennes avec des supports qui sont finalement utiles à tous et qui pourraient même servir vraiment à toutes les personnes qui entrent à l'hôpital finalement. Exactement. C'est ça l'avantage. Et puis surtout au niveau national. Donc c'est ça, il est vraiment utile pour tout le monde. Donc, ça veut dire que, est-ce que c'est une initiative qui va faire des petits, entre guillemets, dans d'autres hôpitaux justement ? Ah oui, il est déjà disponible dans certains hôpitaux comme celui de Lille. Donc voilà, donc on espère qu'il va être utile pour tout le monde en fait. Quels sont les retours justement du public sourd et malentendant ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur ces livrets, sur ces vidéos ?
Donc j'ai rencontré donc la présidente de l'association, qui elle le présente évidemment aussi beaucoup plus que nous, qui me dit que les gens sont ravis. Voilà, ils sont vraiment très contents de voir qu'on n'oublie pas en fait le public sourd et malentendant. Parce qu'il faut savoir que pour les accueillir à l'hôpital, il n'y avait pas de support. Donc même si c'est une infime partie, ça reste quand même un public qu'il ne faut pas oublier. Et donc, vraiment, ils sont ravis qu'on puisse avoir fait ce projet et ce livre. Donc, autant les enfants que les parents, et puis nous aussi. Tout le monde est ravi. Donc vraiment, c'est super. Très belle initiative. Hein. Vous en aviez entendu parler, les uns les autres? Non, pas encore. Non, c'est récent. Il faut en parler autour de soi. Il faut en parler. Ouais. Merci beaucoup, Alban. Comme chaque mercredi, notre ami Billy est allé à la rencontre d'une association bretonne. Et bien aujourd'hui, direction Saint-Grégoire, près de Rennes, auprès des défenseurs du blé noir, une tradition bien bretonne. Bonjour Christine, ça va bien? Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors vous nous accueillez ce matin ici, chez vous donc Vincent, au moulin de la Charbonnière, de Charbonnière. De Charbonnière. Je savais que je me serais trompé. Et vous Christine, vous êtes là parce que vous représentez l'association Tradition... Blé Noir, Tradition Bretagne. Blé Noir, Tradition Bretagne. Alors explique-nous un petit peu ce que c'est. Mais en fait, l'association Blé Noir Tradition Bretagne a été créée il y a 30 ans à peu près. Ah oui, oui, 30 ans. C'est pas d'aujourd'hui cette histoire. Voilà, donc c'était au début une petite poignée d'agriculteurs. Et puis au fur et à mesure, ça s'est agrandi avec des meuniers, des stockeurs, pour, en fait, parce que nous, on a demandé une indication géographique protégée sur la farine. Pour mettre en avant le produit. Mettre en avant le produit et surtout certifier aux consommateurs que le blé noir est cultivé, stocké, écrasé en Bretagne. D'accord, donc ça c'est très important. IGP, blé noir uniquement. Blé noir pas uniquement. De froment ou non, sarrasin. En fait, on n'est que sur le blé noir, que sur la farine. En fait, nous, on a choisi blé noir parce que blé noir en breton, c'est Gwinisdu. Alors que sarrasin, il n'y a pas de traduction. Ok, mais c'est la même chose. Blé noir, sarrasin, c'est la même chose. Par contre, c'est la même chose. Ok. Oui, il y a combien d'adhérents aujourd'hui dans l'association? On est à peu près 1500. Ah oui. Sur la Bretagne uniquement? Sur toute la Bretagne, y compris la Bretagne historique. D'accord. Donc en fait, 1500, le plus gros collège, évidemment, ce sont les producteurs. Ok. Donc on est autour de 1450 à peu près. Et après, on a les meuniers, les stockeurs, donc il faut stocker, et les meuniers comme Vincent, qui, eux, travaillent la graine pour en faire une farine de blé noir locale, en fait. Donc il y a un cahier des charges. Avec l'IGP qui est du coup respecté, avec un cahier à respecter. Tout à fait. En fait, il y a un cahier des charges strict. Et donc moi, mon rôle en tant que directrice, c'est d'aller faire appliquer le cahier des charges. Donc c'est la flic pour toi, Vincent, c'est ça? Oui. Donc elle vient contrôler que tu fasses bien ton boulot. C'est exactement ça. Ok. Alors il y a combien d'étapes entre le moment où on va avoir le petit grain de sarrasin qui arrive chez vous et faire la farine? Ça se passe en combien de temps? Chez moi, il y a 14 opérations de broyage. Ah oui, d'accord, ok. 14 fois le grain va être pris et broyé. C'est quoi. pas que le grain va être broyé une première fois, mais à chaque fois qu'on va avancer dans la mouture, plus on va aller sur les pellicules, décoller ces fameuses petites pellicules qui protègent l'amande. D'accord. On aura 14 opérations de broyage pour justement choisir des granulométries, des couleurs, des saveurs. Ok. Et après vous faites le mélange. Et c'est des assemblages qu'on va faire, qui vont faire la farine finale. Ah moi je pensais qu'on prenait le grain comme ça, on arrivait à la fin et puis voilà, on faisait une farine comme ça. C'est beaucoup plus simple. Donc il y a quand même la signature du meunier quoi. Voilà, c'est ça. On a tous la même façon de travailler, sauf que dans le planchistère, on va faire une sélection de tamis qui vont avoir une certaine granulométrie, qui vont sélectionner tel ou tel produit. D'accord, dans les étapes. Voilà, dans les étapes de broyage. Okay, donc on va sélectionner des couleurs, des saveurs et des granulométries. C'est-à-dire que sur le même grain qu'on va avoir à la base, on peut avoir différentes couleurs en fonction du tamisage. Vous avez des farines type industrielles qui sont très très fines, qui sont de l'ordre de 200 microns, voire en dessous de 200 microns. Et des farines plutôt artisanales comme les nôtres, qui sont plutôt dans l'ordre de 250-300 microns. Et c'est, pour vous donner une petite idée, votre grain de sel, le sel fin que vous avez chez vous, c'est du 210 microns. Et quel est l'intérêt d'avoir une farine qui est moins... Une farine qui est plus fine va prendre son eau plus vite, mais vous avez un produit qui va sécher aussi beaucoup plus vite. Quand si vous avez un produit qui est beaucoup plus rond, il va prendre son eau plus doucement, mais par contre il va dégager plus de couleurs, plus de saveurs. De saveurs, d'odeurs, voilà, etc. C'est ça. Donc parce que j'avoue tout à l'heure on s'est baladé dans le moulin, quand on ouvre, on hume vraiment comme dans une cave à vin, quelque part un peu, il y a différentes odeurs, différentes saveurs. Voilà, c'est ça, on va jouer sur les parfums et sur les goûts. Ouais. Eh ben, merci de nous avoir accueillis ce matin, et puis on ira goûter tout à l'heure les petites farines, comme ça me donnait envie, moi-même comme ça, comme du bon pain, dès le début. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.
Merci beaucoup, Billy, pour toutes ces belles images et ces choses intéressantes que nous ne savions pas forcément sur le blé noir. Vous en savez encore d'autres. Mais vous, Virginie, sur le blé noir? Oui, alors le blé noir fait de très très jolies petites fleurs, d'abord, que l'on peut voir dans les champs. Et ce n'est pas une céréale, c'est un polygonacé. Donc on le voit parce que sa graine, elle a une forme très originale et vraiment... Enfin voilà, donc c'est... Et en Bretagne également, l'INRA, avec une dame qui s'appelle Véronique Chable, est allée notamment même jusqu'en Russie pour aller chercher des variétés de sarrasin et pour pouvoir les cultiver et essayer de trouver de nouvelles variétés de sarrasin qui soient très adaptées au terroir breton. Donc il y a des producteurs, notamment biologiques, qui aujourd'hui multiplient du sarrasin dans leurs champs. Voilà, ouais, c'est... Est-ce que le blé noir est un bon engrais C'est un excellent engrais vert qui contribue à améliorer la structure du sol et à l'enrichir. J'en cultive tous les ans, d'ailleurs il se ressème même assez naturellement. Et j'aime beaucoup le voir fleurir parce que toutes les abeilles, y compris les toutes petites abeilles sauvages, viennent butiner sur le sarrasin. Donc c'est une plante absolument indispensable dans son jardin. En jardinage biologique, il faut absolument avoir du sarrasin. Et en plus, c'est très bon. Ce qui nous amène à parler de cuisine avec Agathe. Bonjour Agathe. Vous nous avez préparé des beaux menus pour la semaine prochaine, évidemment. Oui, des idées de menus, donc du lundi au vendredi. Alors, on commence par le lundi, dites-nous. Pour commencer la semaine, je vous propose des pâtes à la farine de pois chiches avec des petits légumes poêlés. Donc la farine de pois chiches, c'est une farine qui est très populaire en Inde et sur le pourtour méditerranéen. Les avantages de cette farine, c'est qu'elle est donc sans gluten comme le blé noir. Elle est également naturellement riche en vitamines et en minéraux. Et puis, c'est une excellente source de protéines puisqu'elle va contenir à peu près 20 grammes de protéines pour 100 grammes de farine. C'est beaucoup plus que la farine de blé ou de riz. Et ces pâtes à la farine de pois chiches, c'est à la farine de légumineuses. En fait, c'est des choses que vous pouvez de plus en plus retrouver en grande surface. Donc voilà, si vous voulez tester pour son apport... Une alternative donc aux autres farines. En dessert. Et puis pour le dessert, on reste sur un apport assez protéiné puisque là, il s'agit d'une mousse de fromage blanc. Donc en fait, on va mélanger le fromage blanc avec des œufs montés en neige et on va mettre tout simplement cette mousse dans une verrine. Moi, j'ai choisi de mettre des rondelles de banane et un petit peu de beurre de cacahuète dans le fond de ma verrine. Mais vous pouvez bien sûr varier à l'infini. On a déjà l'eau à la bouche et on est qu'au lundi. Ah là là, passons au mardi. Pour le mardi, un cake aux carottes et aux olives. Donc là, on va prendre tout simplement une base de pâte à cake salée. On ajoute des carottes en dés, des tomates séchées et des olives. Et puis, on va faire cuire ça. Et sachez qu'à cette saison, vous pouvez même mettre du chou-fleur ou des dés de butternut dans votre cake. C'est une très bonne idée, ça. Allez, on passe au dessert. Pour le dessert, un chocolat chaud, mais revisité. Donc, vous connaissez la recette classique du chocolat avec le lait et le chocolat. Mais je vais vous proposer plusieurs astuces pour pimper votre chocolat chaud. Pimper notre chocolat. Customiser notre chocolat. Alors, dites-nous comment on va faire. Donc, il y a une première option où vous pouvez mettre des zestes d'orange dans la préparation. Il y a une autre idée où vous pouvez mettre de la cannelle en poudre et en même temps mettre un petit peu de piment en poudre, ce qui va vraiment donner du peps. Ouais. Une autre option, vous pouvez mettre du beurre de cacahuète au moment de la cuisson. En fait, il va venir se mélanger. Des recettes light. Et puis, une dernière option, mais qui n'est que pour les adultes, vous pouvez mettre de la crème de whisky dans votre chocolat chaud. D'accord. Ça donnera un petit goût. On a que l'embarras du choix. Allez. Le mercredi, vous avez imaginé un feuilleté? Exactement. Un feuilleté pomme et roquefort. Ou alors, vous pouvez aussi faire feuilleté poire reblochon. Il va tout simplement vous falloir une feuille de briques avec vous taillez des fines tranches de pommes ou de poire que vous mettez en petits tas dans votre feuille. Vous ajoutez des petits dés de fromage et vous faites un pliage triangulaire, un pliage à samoussa. Vous mettez ça 12 minutes à peu près au four et vous servez ça avec une salade verte. Et c'est délicieux, évidemment. Autre chose qui est délicieuse, c'est la clémentine rôtie, mais dites donc. C'est pas si fréquent, ça, on ne pense pas toujours. C'est vraiment très très simple. Vous épluchez simplement vos clémentines, vous les placez dans un plat allant au four. À côté de ça, vous pressez le jus de 3 oranges pour vraiment avoir un jus dans le plat avec les clémentines. Vous recouvrez les clémentines d'un filet de miel et pour finir, un petit peu de cannelle en poudre sur le dessus et vous enfournez ça 20 minutes au four. Alors, le jeudi, vous continuez à nous régaler avec une nouvelle idée.
Pour le jeudi, des pois cassés avec des petits légumes et assaisonnés avec de l'huile au piment. Les pois cassés, c'est une légumineuse qui est très riche en minéraux, en protéines et en fibres. Souvent, le pois cassé, il est plutôt apprécié en soupe ou en purée, mais vous pouvez aussi le manger comme ça. Moi, je trouve que ça se marie plutôt bien, donc avec des saveurs piquantes. Vous pouvez, par exemple, faire des petits dés de chorizo et voilà, mélanger vos pois cassés avec aussi un petit peu de sauce tomate ou tout simplement mettre de l'huile pimentée. Ça sera très bon. Les pois cassés, ça vous inspire, Denis Pépin? Ah oui, c'est bon. Hein. Mais enfin, dans le jardin, c'est difficile à cultiver. C'est difficile à cultiver, ça va? Oui, c'est pas un très grand rendement. Il faut vraiment des grandes surfaces pour en avoir suffisamment pour mettre dans sa cuisine. Alors attention. Hein. Ouais. Alors en dessert, Agathe. Et en dessert, donc c'est bientôt la Chandeleur. Donc je vous ai trouvé une idée pour mettre à l'intérieur de votre crêpe une garniture donc aux pommes, noix et caramel. Donc là, vous allez faire un caramel à la casserole. Vous mettez des petits dés de pommes. Vous faites mijoter ça une dizaine de minutes et vous ajoutez des petits morceaux de noix concassés. Et ça vous fait une excellente garniture et de saison pour mettre dans vos crêpes. Et ouais, là déjà, on salive. Bon, on va passer au vendredi. On termine bien la semaine avec un petit bouillon. Voilà, un bouillon miso avec des nouilles soba et des pousses d'épinards. Donc le bouillon miso, c'est quelque chose qui est vraiment typique de la cuisine japonaise. Il s'agit en fait d'une pâte de soja fermentée et salée. Ici, en France, vous pouvez facilement le trouver en bouillon instantané pour commencer. Et on va faire cuire des carottes avec les nouilles soba, qui sont des nouilles à la farine de blé noir. Et une fois que tout ça c'est cuit, vous mettez dans le bouillon miso, vous ajoutez quelques pousses d'épinards et ça vous fait un repas léger mais très bon. Délicieux même. Allez, on termine avec un millefeuille de crêpes. Voilà, donc là c'est une recette zéro déchet s'il vous reste des crêpes après la Chandeleur. C'est impossible qu'il en reste. Je vous le dis tout de suite. Tout simplement, ou alors avec la crêpe ratée, vous savez, du début ou de la fin. Non, mais généralement elle termine dans ma bouche, moi, la crêpe ratée, mais bon voilà. Vous coupez des carrés en fait de crêpes, vous les mettez sur une plaque allant au four et vous les déshydratez à peu près 1 heure à 60 degrés, ce qui va vous donner des petites chips comme ça. Peu, oui. Vous pouvez Est-ce qu'on peut tester? C'est facile à faire. Ça cuit combien de temps? 1 heure, vous dites? 1 heure à peu près à 60 degrés. On va faire passer. Alors, testons. C'est vrai que c'est pas bête, ça. Hein. C'est pas idiot. Et donc ensuite, merci. Vous pouvez faire, comme vous voyez à l'écran, un petit millefeuille de crêpes en superposant un peu de crème fouettée et des morceaux de fruits. Parfait. Alors, Geoffroy, c'est comment les petites chips de crêpes? On retrouve le goût de la crêpe. Ouais. Vraiment. C'est vrai qu'on connaît un petit peu les chips de blé noir plutôt, mais c'est possible aussi avec la crêpe de froment. Parfait, c'est une très bonne idée ça, c'est très sympa. Merci beaucoup Agathe, merci infiniment. C'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 10h45, on fera le point sur les questions que vous vous posez autour de l'emploi à domicile. Bah oui, parce qu'il y a énormément de questions qui se posent forcément. On vous souhaite une excellente journée sur France 3 Bretagne. N'oubliez pas de cultiver votre jardin avec tous les conseils de Denis Pépin. On vous dit à demain, Kenavo. Et bon appétit. Et bon appétit. On va reprendre.